Alors, pendant que tu partages, dis bonsoir à tous les amis du Chouk Benogros. C'est particulier puisque c'est déjà le deuxième cours de la semaine avec le Chouk Benogros. On a eu cette semaine pour la première fois le docteur Michael Gross qui a donné un cours sur la paracha hier. Et là, on continue avec Raphaël qui a l'habitude de donner des cours sur le Talmud. Et c'est particulier puisque voilà, on est encore une fois en Zoom et non pas à Tel Aviv. Mais c'est un plaisir puisque des gens de France, de Suisse et d'ailleurs peuvent suivre les enseignements de Raphaël, qui sera maintenant une fois par mois. Donc, une fois par mois, on retrouvera Raphaël Benadmon, toujours à la même heure, pour découvrir à chaque fois un nouveau sujet de la Gemara. Et je rajoute également qu'on a une certaine Moria qui est ici, vous ne voyez pas, mais qui est nouvelle au Chouk Benogros, et parfois ce sera elle qui sera là pour gérer le côté technique. Voilà, Raphaël, c'est à toi. Bienvenue Moria, parce on ne se connaît pas. Enchanté. Bienvenue à tous. Avant de commencer la séance, j'aimerais dédier l'étude de ce soir à la mémoire Leilou Nishmat Yaakov ben Meriuma Veitzrak. Donc voilà, c'est le papa de notre ami Suzy qui est notre Hassida, toujours nous enrichit avec les enseignements de Chassidut. Et voilà, on va attaquer. Alors, le cours de ce soir, comme vous voyez, j'ai déjà partagé mon écran, donc vous pouvez peut-être me confirmer que vous voyez bien l'écran. C'est la carte en haut à gauche, la première carte, qui s'appelle Hamlatzot Letalmid Chacham. Ce sont des conseils, des recommandations à un érudit en Torah. Et on a intitulé le cours de ce soir 13 conseils pratiques pour un sage au budget limité. Alors, je vais tout de suite expliquer pourquoi et on va tout de suite commencer notre étude. Donc, pour vous familiariser avec l'outil, je clique sur ma carte et je vais arriver très rapidement sur la page de la Gemara d'origine et sur ma fiche que vous allez pouvoir suivre. Voilà, qui est en train de se charger. Donc voilà, est-ce que vous arrivez à voir le texte? Je peux même l'agrandir. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Génial. Ouais, je vais l'agrandir parce que je prends soin de vos petits yeux. C'est parfait. On Voilà. a des lunettes aussi. Alors, comme vous le savez, les textes, je les choisis par rapport à leur structure orale et à savoir les structures de phrases qui reviennent. Alors là, en l'occurrence, vous allez voir tout de suite, hein, c'est toute la simplicité, on va dire, de l'approche, c'est que sur la marge à droite, il y a le personnage principal de cette sugya, Ve'amar Rafrizda, Ve'amar Rafrizda, Ve'amar Rafrizda, Ve'amar Rafrizda, en fait, qui donne le rythme de toute la sugya. On va avoir 13 enseignements de Rafrizda. Et vous voyez en rouge, ça commence toujours par Bar Beirav. Bar Beirav, alors d'après les Mefarshim, ça veut dire un Talmid Chacham, mais littéralement, Bar, ça veut dire Ben, Bey, ça veut dire Baït, donc c'est le fils de la maison de l'étude, ce qu'on appelle Talmid Chacham. On va tout de suite commencer la lecture. On va avoir une lecture linéaire du texte. Donc il y a 13 conseils qui donnent à un Talmid Chacham. Ensuite, il y a 10 conseils qui donnent à ses filles en tant que jeunes mariées. On ne va pas faire les 10 conseils, mais je vous invite à les faire par vous-même. On ne va pas les faire tout simplement par pudeur. Mais sur ces 13 conseils, on va les lire. J'aimerais que de votre côté, alors si vous avez la possibilité de prendre une feuille et un stylo, vous preniez des notes et vous écrivez vos propres commentaires. Qu'est-ce que vous inspire ces conseils? Quel est votre étonnement par rapport à ce qui va être dit dans le Talmud? Et ensuite, à la fin de cette première lecture, traduction assistée, j'aimerais vous écouter. Donc, évidemment, dans l'ordre, chacun interviendra, apportera ses commentaires. Et après seulement, une fois que j'aimerais que vous interveniez sur une page vierge, après, je vous ramènerai des éclaircissements à partir
du Maharal, du Chidouché Agadot du Maharal, à partir du Khatam Sofer, du Chidouché Khatam Sofer, et également à partir du Meiri. Donc voilà, à partir de ces trois commentateurs, on va essayer de développer ce texte. Et ensuite, j'essaierai de vous proposer ma propre lecture qui va tenter d'intégrer tout ça. Ve'amar Rav Frisda, Bar Beirav Desavin Yarka. Donc Rav Frisda nous dit la chose suivante. Un Talmid Chacham qui achète un légume, Lisbin Aricha, il doit acheter une botte, d'accord? Donc là, on va parler par exemple de poireaux. Il va acheter une botte longue. Kisha qui kisha. Car une botte est une botte. Une botte de légumes est une botte de légumes. À savoir qu'on utilisait des ficelles pour attacher les poireaux, les choux et autres légumes. Et toutes ces ficelles avaient la même longueur. Donc finalement, lorsque je vais acheter ma botte de légumes, l'épaisseur d'une botte à l'autre va être la même. Où est-ce que je vais pouvoir faire des économies? Où est-ce que je vais pouvoir gagner un petit peu de sous? C'est en achetant une botte plus longue. Parce que pour un même prix unitaire, je vais avoir une plus grande quantité. Parce que je n'ai aucun levier sur l'épaisseur, puisqu'elle est limitée par la corde, la ficelle. Là où je vais gagner, c'est sur la longueur. Ça, c'est le pshat de ce premier conseil de Rav Frisda. C'est, vous n'allez pas gagner sur l'épaisseur, alors faites attention à la longueur, prenez la botte la plus longue. Ve'urka mimeila. Donc là où vous allez gagner de la valeur, c'est où? C'est dans la longueur. Premier Mahama, encore une fois, réfléchissez, prenez des notes. Je compte sur votre participation plus que jamais active à la fin de l'exposé. Deuxième Mahama, Ve'amar Rav Frisda, Bar Beirav des Avin Kanya. Rav Frisda nous dit un Talmid Chacham qui achète un paquet de roseaux pour, par exemple, pour faire un feu de bois, se réchauffer. Il va acheter des roseaux en paquet. Qu'est-ce que nous dit Rav Frisda? Lisbin Aricha. Il va faire attention à bien acheter un paquet qui va être plus long que les autres. Tuna qui tuna. Parce que tous les paquets sont similaires au niveau de l'épaisseur. Alors où est-ce qu'il va pouvoir gagner? Ve'urka mimeila. Il va pouvoir gagner dans la longueur. Alors toujours, quand on étudie un texte, que ce soit un texte de Torah chez Birtav ou Torah chez Béalpé, et en réalité même dans votre quotidien, si Rav Frisda me dit deux Mahamarim différents, je dois toujours me poser la question, qu'est-ce que vient m'apporter son conseil sur les roseaux que son conseil sur les légumes, les poireaux et autres ne m'apporte pas? Puisque finalement, dans les deux exemples, dans les deux conseils, on a la même chose, à savoir l'épaisseur est la même, l'épaisseur du paquet, l'épaisseur de la botte. Là où on va gagner, c'est dans la longueur. Qu'est-ce que m'apporte? Donc là, je donne juste un outil. Réfléchissez toujours, qu'est-ce que m'apporte ce nouvel exemple et qui fait que je n'aurais pas pu m'en passer. Ou sinon, j'aurais eu 12 Mahamarim, 12 conseils de Rav Frisda. Qu'est-ce qui fait que ce deuxième conseil n'est pas du tout le même que le premier conseil? Et là, vous voyez bien dans cette mise en page qu'il y a une redondance parfaite de la structure. C'est-à-dire que Barberav des Avin Yarka, Barberav des Avin Kanya, Lisbin Arika, Kisha Kikisha Vurka Mimela, Tuna Kituna Vurka Mimela. C'est vraiment un copy-paste, un copier-coller d'une part sur les légumes et après sur les roseaux. Je vais lentement, comme ça vous laisse le temps de digérer l'info et de prendre des notes. Ve'amar Rav Frisda. Troisième conseil. Bar Beirav, un Talmid Chacham, Delo Nefishale Rifta, qui n'a pas beaucoup de pain.
Lo lechol yarka. Rav Frisda lui recommande de ne pas manger des légumes crus. Pourquoi? Mishum des garir. Parce que les légumes crus ouvrent l'appétit. Et ça va lui donner l'envie de manger quoi? Beaucoup de pain. Parce qu'il ne va pas être rassasié des légumes. Du coup, il va vouloir manger encore du pain, mais il n'a pas de pain. Alors, en amont, fais attention. Je te conseille, si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas beaucoup de pain, ne mange pas beaucoup de légumes crus, ne mange pas des légumes crus pour ne pas avoir cet appétit de manger du pain que tu n'as pas. 4e conseil. Ve'amar Rav Frisda. Toujours le même Rav Frisda. Anna, moi, lo ba'aniuti achli yarka. Donc, ce n'est pas dans ma pauvreté que j'ai mangé des légumes crus. Ve'lo ba'atiruti achli yarka. Alors, entre l'araméen et l'hébreu, le shin et le tav s'interchangent. Donc, ba'atiruti, c'est ba'ashiruti. Donc, ni dans ma richesse, j'ai mangé des légumes crus. Ba'aniuti. Pourquoi dans sa pauvreté, il n'a pas mangé de légumes crus? Mishum degarir. Pour la raison qu'il vient de nous donner, de nous exposer. Parce que ça ouvre l'appétit et il n'avait pas ensuite de pain pour se rassasier. Ba'atiruti, dans ma richesse, je n'ai pas mangé non plus des légumes crus. Da'amina, parce que je disais, Hecha de'ayel yarka, le'ul bisra vechavre. Maintenant que j'ai les moyens, plutôt que de donner à mon corps des aliments qui ne sont pas forcément riches et sains, comme des légumes crus, en l'occurrence ce dont il parle, autant faire rentrer dans mon corps de la viande et du poisson, puisque j'en ai les moyens. Alors, je marque un temps d'arrêt, parce que j'ai envie quand même de vous aider. C'est très important ce partage de son expérience personnelle. En tout cas, moi, je trouve ça essentiel de bien comprendre que Rav Frisda, c'est une personnalité qui est passée de la pauvreté à la richesse. Il donne des conseils pratiques, pragmatiques à des sages qui ont des budgets limités, mais il donne avec une certaine expérience. Il est passé par là. Donc, il faut bien garder ça en tête. Je continue. Ve'amar Rav Frisda. 5e conseil. Barberav delo nefisha le rifta. Un Talmid Chacham qui n'a pas beaucoup de pain, lo livtsa batsure. Alors, si par exemple, ce Talmid Chacham, il va avoir un petit morceau de pain, il ne va pas le manger tout de suite parce qu'un petit morceau de pain ne va pas le rassasier. Et donc, pour éviter ce type d'erreur, de prendre un petit morceau de pain, le manger, et ensuite un autre petit morceau de pain quelques heures plus tard et le manger et ne jamais être rassasié, tu as un morceau de pain, garde-le jusqu'à ce que tu en aies un autre, voire encore un autre, jusqu'à ce que tu puisses fixer un bon repas et là, tu vas te rassasier. Donc, retiens-toi de le manger et attends d'avoir une quantité suffisante pour vraiment fixer un repas rassasiant. Ça, c'est son 5e conseil. 6e conseil. Ve'amar Rav Frisda, Barberav delo nefishale rifta. Encore une fois, un Talmid Chacham qui n'a pas beaucoup de pain. Lo livtsa, il ne va pas faire la bracha sur le pain, à savoir, il ne va pas faire la bracha et acquitter les autres et répartir et donner la portion de pain à chacun à table. Pourquoi? Maïtahama, quelle en est la raison? Des longs avides be'aïn yafa, de peur qu'il ne le fasse pas avec générosité, avec un bel œil, littéralement. Mais ça veut dire que, étant donné sa situation et sa condition, étant donné sa pauvreté, ça va lui faire mal au cœur de donner de son pain. Il aimerait le garder pour lui. Ou alors il va donner des petites miettes aux uns et aux autres, il va garder un plus gros morceau.
Donc là, on va transiter sur une notion. Encore une fois, je lance des pistes de réflexion. Qui est-ce qui est Mevarer sur le pain? Qui est-ce qui va bénir le pain et qui va le partager? On va donner le kavod au Talmid Chacham. On va donner le kavod à la personne la plus grande en connaissance, en pratique, sachant que cette personne, en lui faisant le kavod, on va le mettre dans une situation où il va se retrouver à donner quelque chose qu'il n'a pas et il va le faire. Il va pas être porté par un élan de générosité. Alors, vaut mieux mettre son kavod de côté et ne pas l'importuner par cette position. 7e conseil. Ve'amar Rav Chizda. Ana, moi, meikara lo havai batsana. Alors, encore une fois, là, c'est intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis en bleu. Voilà, je coulis sur la page. Juste, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Je l'ai mis en bleu parce que vous voyez ici, c'est la deuxième fois où il étaye donc son argumentation, ses conseils, par une expérience personnelle. Donc ici, il nous dit Ve'amar Rav Chizda Ana me'ikara lo havai batsana. Alors moi, au début, lorsque j'étais pauvre, je ne donnais pas, je ne distribuais pas le pain aux autres. Adishda yadi bechulemana. Jusqu'à ce que j'ai pu voir tout le pain qu'il y avait dans le panier et que j'ai touché tout le pain, ve'ashkeribe kol tzorki, et que j'ai vu que j'en avais assez pour moi. Et alors à ce moment-là, je pouvais donner aux autres sans avoir de problème à partager. 8e conseil. Ve'amar Rav Chizda. Hay man de efsharle le mechal nahama de saare ve'achal de chite. Celui qui avait la possibilité de manger un pain d'orge et à la place il a mangé un pain de blé. Quand on dit la possibilité, ça veut dire que physiquement, manger un pain moins cher de qualité inférieure, à savoir un pain d'orge, ne va pas abîmer de façon permanente sa santé. Donc il a la possibilité. Ça ne va pas le rendre malade. Si, quand bien même, il va manger un pain de blé qui coûte plus cher, Rav Chizda, il nous dit qu'à avar mishum bal tashrit. Il transgresse l'interdit de bal tashrit, à savoir de dilapider son argent inutilement. Parce qu'il a mangé du pain de blé ou du pain d'orge, il a dilapidé inutilement son argent. Bal tashrit. Ve'amar Rav Papa, et Rav Papa, dans la continuité, nous dit Hayman de efshar le mishte shichra ve'shate chamra. Celui qui avait la possibilité de boire de la bière et il a bu du vin qui coûte plus cher, over mishum bal tashrit. Il transgresse quoi? L'interdit de bal tashrit. Alors, une petite référence qui va pas vous embêter dans vos propres interprétations, mais le Maharsha nous dit que Rav Papa, il fabriquait, c'est très connu, c'est connu dans le Talmud, Rav Papa, il fabriquait de la bière. Alors le Maharsha nous dit, Rav Papa faisait sa propre pub dans ce passage, puisque finalement, il fait la promotion de la consommation de bière que lui-même fabriquait et vendait aux dépens du vin. C'est un commentaire assez intéressant. Je l'ai entendu du Rav Rosenberg qui dit plusieurs choses. La première chose, c'est que certains commentateurs disent que ce commentaire n'est pas du Maharsha et quelqu'un l'a inséré dedans, tellement que ça ne peut pas être possible que le Maharsha nous dise ça. Et d'autres vont nous dire que, et on va en discuter plus tard,
finalement, c'est pour ça que Rav Papa s'est lancé dans ce business de fabriquer de la bière. Mais je vais pas rentrer dans les détails maintenant, on va y réfléchir après. Velav Miltahi. Et maintenant, Gemara repousse ses arguments de Rav Frisda et Rav Papa et nous dit la chose suivante. Lav Miltahi, c'est pas bien du tout. Baltashrit de Goufa Adif. C'est-à-dire que il faut faire attention à son corps plus qu'à son portefeuille. Donc, cette économie que tu vas faire en mangeant du pain d'orge à la place du pain de blé et éviter le baltashrit, ça s'appelle un baltashrit du mammon. Mais le baltashrit du gouf, il est beaucoup, beaucoup plus important. Alors juste, ce passage m'a ramené dans mon enfance, quand j'étais plus jeune et que j'habitais chez mes parents. Lorsqu'on dînait, par exemple, un plat de pâtes, j'arrivais avec mon plateau et mon assiette de pâtes dans le salon et mon père me regardait et me disait « Pourquoi tu ne prends pas de pain ?» Et je lui répondais « Mais on ne mange pas des pâtes avec du pain. » Et là, il m'insultait, il me traitait de fils de riche. Et pourquoi il me disait ça? Parce que si je ne mange pas de pain avec mes pâtes, je ne vais pas me rassasier et du coup, je vais aller me resservir. Et j'avais le droit à ça systématiquement. Et l'autre chose, c'est une autre remarque qui ramène aussi à la maison quand j'étais plus jeune, c'est que lorsqu'il y avait des restes à table et qu'il y avait quelque chose qui traînait dans une assiette et qu'ensuite, que ce soit moi ou alors mon père ou mes frères qui le mangeaient, ma mère, elle nous disait que c'est le baltashrit des Goufa Adif. C'est-à-dire, fais attention à ta santé, tu n'es pas une poubelle. Vaut mieux perdre les 10 euros de cette viande qu'on n'aura pas mangée que de prendre des choses dans son corps dont on n'a pas besoin. Donc, c'est une Gemara qui m'a ramené à cette période. Je le partage avec vous. Je continue. Alors, Ve'amar Rav Frisda. Un instant. Voilà. Bar Berav. Donc là, on est dans la 9e recommandation. Bar Berav de Letle Mishra. Un Talmid Chacham qui n'a pas d'huile. Donc, c'était une huile qu'on utilisait pour s'enduire les mains après le repas afin de se laver les mains et se nettoyer les mains. Voilà. Avant Maïm Acharonim, on utilisait cette huile. Elle coûtait de l'argent. Et un Talmid Chacham qui n'avait pas les moyens, qu'est-ce qu'il faisait? Nimshi bemayad acharitse. Alors, il se lavait les mains dans de l'eau qui était mélangée avec des petites algues. Alors, je ne sais pas si... voilà, j'imagine des chemins d'eau comme ça, des rigoles d'eau, des chemins d'eau qui irriguent des champs. Et donc, il y a l'eau et en même temps, il y a un peu de verdure comme ça sur cette eau qui a une épaisseur. Et ça a cette texture grasse, comme cette huile. Et avec ça, le Talmid Chacham qui n'avait pas les moyens de se payer cette huile, il utilisait cette eau. Donc, en fait, la nature a mis à sa disposition un produit de substitution. Au lieu d'acheter de l'huile, il utilisait ça qui était à sa portée. Ça, c'est la 9e recommandation. 10e recommandation. Ve'amar Rav Frisda. Bar Berav des Avin Umtsa. Donc, un Talmid Chacham qui veut acheter de la viande. Lisbin Unka. Il va acheter le cou de l'animal. Des Idbe Tlaamine Bisra. Parce que dans le cou de l'animal, il y a 3 types de viande. Il y a de la viande grasse, de la viande maigre et de la viande dure. Et l'homme, alors déjà, le cou, ce n'était pas une partie de la viande prisée. Et donc, en fait, le pauvre, il va pouvoir assouvir son envie, son besoin de viande et de diversité dans la viande, dans une pièce de viande qui ne va pas coûter cher et qui sera à sa portée, suivant ses moyens. 11e recommandation.
Ve'amar Rav Chizda, bar berav des avin kitunita. Un Talmid Chacham qui achète un vêtement en lin, Lisban midinhar Abba. Il doit l'acheter d'un endroit qui s'appelle Nehar Abba, où le lin, la qualité du lin, elle est supérieure. Venichavera kol telatin yomin. Et il va nettoyer son vêtement une fois par mois, tous les 30 jours. Dimfatia le tresar yacheshata, afin que ce vêtement, il puisse le garder pendant une année entière, pendant 12 mois. Et donc, il n'aura pas besoin d'acheter d'autres vêtements durant l'année. Donc, ici, on te dit, achète un vêtement plus cher, entretiens-le correctement, de telle sorte à ce qu'il dure plus longtemps, et ça t'évitera d'occasionner des dépenses inutiles. Va'ana arva. Et Rav Chizda dit, je suis prêt à prendre le pari. Si tu fais ça, ça va durer 1 an. Maintenant, la Gemara nous fait une parenthèse et nous dit Mai kitunita. Ça veut dire quoi ce mot kitunita? Alors, c'est la contraction de 2 mots, kita naa. Donc, un vêtement joli. 12e recommandation, donc avant-dernière. Ve'amar Rav Chizda, bar beirav lo leitiv atzipta chadta. Un Talmid Chacham ne doit pas s'asseoir sur une natte, un tapis en paille qui est chadta, comme on l'a dit, le tav et le shin s'intervertissent. Chadta, c'est chadasha, donc sur un tapis neuf. Pourquoi? Parce que quand c'est neuf, c'est rêche, donc ça accroche, ça risque de s'attacher à ses vêtements et ça risque d'abîmer ses vêtements. Et donc, un Talmid Chacham ne doit pas s'asseoir sur ce tapis de paille neuf, d'imchaleya mané, parce que ça risque d'abîmer ses vêtements. 13e recommandation, Ve'amar Rav Chizda, bar beirav, lo lishada mané leushpize, le chavure le. Un Talmid Chacham ne doit pas donner au pressing, d'accord, son vêtement à son aubergiste. S'il loge dans une auberge, il ne doit pas donner son vêtement à laver à l'aubergiste. Des laves orach ara, parce que ce n'est pas une marque de derech eretz, donc de savoir-vivre. Dilma chazebe midi, de peur qu'elle ne trouve quelque chose de sale. Ve'ate les migania, et à ce moment-là, ça va susciter du mépris, du dégoût. Voilà 13 recommandations. Donc, c'était une lecture assistée. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de vous écouter. Alors, on va essayer de faire ça dans l'ordre, de voir ce que ça vous a inspiré. Et ensuite, je vais vous exposer plusieurs niveaux de lecture de ce passage et mon ressenti global. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Comme ça, je vais pouvoir vous voir voilà, en galerie. J'ai le chat sur le côté. Donc, David, Baruch Haba. Donc, tu as raté le début. La Gemara, c'est Shabbat, page 140, au verso Perek Tolin. Donc, c'est le 20e Perek. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez un bouton qui s'appelle… alors, attendez, comment on fait pour lever la main? Mais vous pouvez, je pense que vous pouvez activer vos micros. Hein, donc voilà, celui qui a une remarque. Voilà, alors David a levé la main. C'est ça? Je vois une main levée. David, tu peux débloquer ton micro et nous parler? David? Alors, vous devez activer les micros, Raphaël,
Non, c'était juste pour montrer la main levée. Ah, très bien, bravo David. Alors, mute all, on va allow participants to unmute themselves. Donc, voilà, vous êtes autorisé maintenant à prendre la parole. Voilà. Contrairement à d'habitude, vous remarquerez que le texte est plutôt court. Donc, ça permet maintenant d'avoir un échange plus long sans non plus trop déborder dans le temps. Voilà, je vous écoute. Moi, ça me rappelle un peu les conseils de notre mamie que j'ai connue un petit peu, où il fallait être très économe, toujours propre, manger très peu pour ne pas avoir mal à l'estomac, ne pas manger de ce qui reste dans les assiettes. Enfin bon, j'ai vraiment l'impression de… Et surtout l'histoire du cou qu'ils adoraient, et je ne savais pas qu'il y avait 3 sortes de viande. Mais c'est tout. Mais alors, merci Suzy pour ta remarque, mais est-ce que on attend de la Gemara des conseils de mamie? Non. Non, pas du Alors, tout. Non, surtout Hélène et Claude. Hélène et Claude. Ouais, au fur et à mesure que ces règles arrivent, c'est vraiment pour moi la dignité. Tout est fait pour maintenir la dignité de chacun. Le pauvre a autant droit à la dignité que le riche, donc on lui donne 1001 conseils pour qu'à chaque fois il s'en tire au mieux et il reste la tête droite, la tête haute et bon, il a moins d'argent mais il vit bien, enfin il vit au mieux. Moi, je l'ai entendu de manière allégorique. C'est-à-dire que ce n'est pas à travers l'alimentation, c'est la manière d'interpréter un texte, la manière de l'étudier, la manière d'aller rechercher les références pour pouvoir le comprendre. Alors, c'est intéressant. Est-ce que tu peux élaborer, à savoir dans quelle partie du texte, qu'est-ce qui t'a fait penser à ça et comment tu peux l'appuyer sur une partie du texte? Quand il dit c'est lorsqu'il a dit il ne faut pas manger les petits morceaux, les petites miettes, il faut les ramasser tous ensemble pour avoir un pain complet. Et je m'inspire sur le verset qu'on dit Dans Eshet Rahil. Dans Eshet Rahil. Mais il va chercher le pain au loin. Kaniot socher, mimerachok tavi lachma. Ouais. Ça veut dire qu'il faut aller loin chercher l'élément scripturaire qui peut expliquer un texte. Moi, je voyais plutôt le côté, la qualité supérieure, qui est vraiment vers la fin, où on parle du neuf, d'un vêtement en lin supérieur. Donc, il y a une apogée vers la fin, comme si on redonnait la dignité à ce pauvre. Je ne sais pas. Alors, je réagis au fur et à mesure et en même temps, j'intègre des commentaires. Donc, si vous le permettez, je vais rebondir sur la remarque de Claude. Le Khatam Sofer nous dit que celui qui mange un petit morceau de pain ici, un petit morceau de pain là, n'est jamais rassasié. Il fait référence, Rav Rizda fait référence aux personnes qui étudient des petits passages de Talmud ici, des petits passages de Talmud là. Et du coup, ils n'étudient jamais un texte dans leur entièreté. Ils vont jamais au plus profond des choses. Ils n'ont qu'une approche très superficielle. Et alors, ils ne parlent pas des étudiants du mercredi soir. Ils parlent des maîtres. Ils parlent des maîtres qui vont donner des cours et qui n'ont pas encore approfondi. Qui ont un petit morceau de pain, tout de suite ils consomment. Un petit morceau de pain, tout de suite ils consomment. Mais ils n'ont pas travaillé sur la consistance et la profondeur des choses. Et alors, donc, ce que tu vois ici, tu vois ce que voit le Khatam Sofer. Je reviens maintenant sur le premier passage. Quand on nous dit, au tout début, donc son premier conseil, Ve'amar Rav Rizda,
Barberav des Avignarka, un Talmid Chacham qui achète un légume, on parlait tout à l'heure des poireaux, il doit les acheter longs. Kisha ki kisha. Donc, une botte de légumes, c'est une botte de légumes. Où est-ce qu'il va gagner? Ce n'est pas dans l'épaisseur, c'est dans la longueur. Alors, par rapport à ce qu'on vient de dire, ce que vient de dire Claude et ce que ramène le Khatam Sofer, on pourrait justement voir dans cette idée que finalement, il faut toujours aller au-delà. Il faut toujours voir plus loin. Et d'ailleurs, toute cette sugya, c'est une invitation à aller voir plus loin. Ça veut dire que tu pourrais dire, une botte de légumes, c'est une botte de légumes. Kisha ki kisha. Non, 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 non. Arika mimeila. Qu'est-ce que tu peux gagner? C'est en allant voir un peu plus loin. Et alors moi, ça fait écho à quelque chose que je répète souvent ici. C'est que finalement, demain, quand vous allez au marché et que vous allez voir des poireaux, vous allez voir Masechet Shabbat, page 140 au verso. Vous n'allez plus voir un poireau. Vous allez voir plus loin que le poireau. Lorsque vous allez voir un roseau, vous allez voir Pirkei Avot. Vous allez voir, on a étudié ensemble le Perek Aroé sur celui qui rêve d'un roseau qui peut aspirer à la Chochma. Parce que Kané, c'est Koné, c'est le Kinyan. Donc en fait, ne pas voir les choses telles qu'elles sont dénommées, appelées, Kisha ki Kisha, Tuna ki Tuna, mais plus aller au-delà, aller dans la longueur. J'ai introduit des petites idées, hein. Je ne veux pas aller loin comme ça. On gagne les choses. Sur la remarque d'Hélène, donc je reviens en arrière, sur le Kavod, le Maharal de Prague nous dit particulièrement sur la faim. Quand on parle du pauvre qui va se laver les mains, non pas avec de l'huile, mais avec de l'eau verdâtre. Lorsqu'il va manger de la viande, il n'a pas les moyens de s'acheter de la viande comme tout le monde. Il va acheter la partie du cou, il va trouver 3. Donc en fait, le Maharal, il dit, regardez la grandeur d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il tient compte de la condition de chacun. Et chacun, il peut avoir la même chose, mais dans un domaine différent. Lui, il a les moyens de se payer de l'huile, donc il va se laver les mains avec de l'huile. Lui, il n'a pas les moyens, donc je lui ai fait quelque chose de naturel qui va correspondre à ses capacités financières. Pareil pour la viande et pareil pour les autres éléments. Et la notion de kavod dont tu parles, on va y revenir parce que pour moi, c'est une notion clé dans cette sugia, mais on va l'approcher un peu différemment. Sur la remarque de Suzy, ça fait écho au Meiri. Et en fait, ici, Rav Rizda, il nous dispense des conseils. C'est du bon sens. C'est beaucoup de bon sens. C'est comment mener une vie équilibrée et ne pas vivre au-dessus de ses moyens. D'ailleurs, il le dit. Quand j'étais pauvre, je ne mangeais pas de légumes pour cette raison. Quand j'étais riche, je ne mangeais pas de légumes pour cette raison, parce que j'avais les moyens de me payer de la viande et du poisson. Donc, il faut adapter son mode de vie, son mode de consommation à sa condition. Des petits éléments ici et là, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Est-ce que… La Sugia a 13 éléments. C'est symbolique ou ça rappelle un peu les 13 attributs ou, enfin, je ne sais pas. Il y a une progression quand même, non? Alors, la progression, on va y arriver. On va y arriver. Sur les 13 attributs, je ne vais pas m'aventurer là-bas. Mais, moi non plus, mais est-ce qu'il y a un… Si tu veux, tu peux faire symbolique. Tu peux faire l'exercice. Bon, si c'est 13, ce n'est pas 12, ce n'est pas 14. Mais c'est 13 règles d'interprétation aussi. Voilà, ça peut être exactement. Alors, j'ai ma Chavruta qui travaille sur le chiffre 13. Donc, on pourra en parler avec lui. Continuons. Alors, j'ai vu que Mélanie voulait dire quelque chose. Alors, je lis rien sur le chat. N'hésitez pas à ouvrir vos micros, Daniel, et intervenir, Shimon. Alors, Daniel, tu voulais nous dire quelque chose? Moi? Ben, écoute, moi, j'ai grandi comme ça. En plus, je vais vous avouer une chose. Vous savez comment mon père me surnommait? L'économe. Il m'appelait Ham Hasdai.
Tu vas avec ton Chizda, c'est pas loin. Hein? Mais pourquoi il t'appelait comme ça? Ben, parce qu'il était séfarade, je pense, du nord de l'Espagne. Et il y a deux Chizdaï, deux Chacham, Mim, Chizdaï. Donc, Cham, je pense, c'est la contraction de Chacham. Et Chazdaï, on en a eu deux, Koueskas, et puis l'autre, je ne sais plus. C'est sympathique comme surnom. Alors regarde, on peut réagir sur tout, c'est magnifique. Il s'appelle Rav Chizda. Alors Rav Chizda, il faisait partie des Amoréens de Babel du IVe siècle. La racine du mot Chizda, comme la racine de ton surnom Chazdaï, c'est le chesed. Wow. C'est-à-dire que dans ses conseils, ici Rav Chizda, il va nous faire le chesed. Et quel chesed il nous fait? Wow. C'est qu'il partage son expérience. Il partage le chemin d'un homme de la pauvreté à la richesse. Et il n'est pas là à donner des conseils. Il est là à montrer ce qu'il a mis en place. Mais on va y arriver. Shimon, à toi. Salut. Ah. Alors, Razak, c'est la première fois que j'assiste au cours, donc pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai noté quelques petits points, merci. Quelques petits points. Sur le point numéro 4 où il dit quand j'étais pauvre, voilà, faut pas manger trop de légumes parce que ça amène à la faim. Et quand j'étais riche, alors je me paye de la viande et du poisson. Donc là, je trouve qu'on peut peut-être sortir un premier renseignement, c'est que on peut vraiment conseiller une personne que si on est passé par la situation concrètement. Une autre idée peut-être, quand il dit dans le conseil numéro 7 que je ne donnais pas aux pauvres avant de vérifier si d'abord j'en avais assez pour moi. Alors on peut peut-être voir aussi là une idée que quand on fait de la tzedaka, il faut d'abord essayer de voir si soi-même ou sa famille, déjà est-ce qu'on n'a pas des besoins pour soi-même, pour sa famille avant de vouloir donner aux autres. Parfois ça peut arriver. Moi, des fois, par exemple, je veux faire plein de trucs, des bonnes actions et tout, et ma femme, elle me dit, n'oublie pas, le chesed, ça passe déjà avant tout par ta famille. Genre, si tu accordes du temps à l'extérieur, n'oublie pas ta femme et ta famille d'abord. Ça, bon, le lavage des mains sur le… Pour corriger, il ne donne pas aux pauvres, hein. Il donne aux autres personnes autour de la table qui ne sont pas forcément pauvres, voire au contraire. Mais il fait toujours attention à lui, donc c'est vrai ce que tu dis. Il fait attention à lui avant de donner aux autres. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Le conseil numéro 9 où il se lave les mains, bon, ça c'est juste au cas où il y a une pénurie de… Une pénurie de, pardon, on n'a pas… Quoi, pardon? Le micro s'est coupé, tu as dit au cas où il y a une pénurie. Au cas où il y a une pénurie de gel hydroalcoolique, on a un petit conseil pour… Et après, les deux questions que j'avais, c'est est-ce que ces conseils-là, ils sont réservés à un Talmid Chacham? Parce qu'on dit à chaque fois c'est pour un Talmid Chacham, alors que ça semble être des conseils un petit peu généraux. Et le deuxième truc que j'avais aussi, c'est que ça serait bien qu'ils nous donnent aussi des conseils. Peut-être on pourrait se dire pourquoi on n'a pas directement des conseils pour soit être riche ou bien se sortir de la pauvreté pour améliorer sa situation en complément. Voilà, bon, c'est les petits trucs que j'ai relevés, quoi. Écoute, merci beaucoup. Alors, je vais réagir sur les deux derniers points qui sont des questions. Alors, j'ai l'habitude, donc c'est la première fois que tu assistes au cours, j'ai l'habitude de dire et de répéter que quand on étudie, il faut être comme un pilote et avoir un tableau de bord avec des voyants lumineux qui s'allument. On doit être en alerte en permanence. Donc, si tu remarques dans la structure du texte, je ne sais pas si vous avez le texte devant les yeux. Non. Alors, je vais le remettre pour justement vous mettre en alerte. Si je remonte, vous voyez écrit Amar Rav Chizda, Bar Berav des Avin, Amar Rav Chizda, Bar Berav des Avin, Amar Rav Chizda, Bar Berav de la Nefiché les Rifta, Amar Rav Chizda, Bar Berav de la Nefiché les Rifta, Amar Rav Chizda, Bar Berav. Et là, qu'est-ce qui est écrit Amar Rav Chizda, Hayman, celui qui. Il ne parle pas du Bar Berav, il ne parle pas du Talmid Chacham, il parle de Monsieur Tout le Monde. Donc, ça, c'est normalement une alerte parce que finalement, la structure, elle se définit par ce Talmid Chacham et tout d'un coup, il sort de sa règle et il va donner un enseignement pour tout le monde. Donc, on voit bien que s'il veut parler à tout le monde, alors les chiens du voisin sexy, s'il veut parler à tout le monde, il parle à tout le monde. Non, il parle bien au Talmid Chacham et à un moment,
il fait une parenthèse et il parle à tout le monde. Pourquoi il parle à tout le monde? Parce que Bal Tashrit, c'est un Issour Midéoraïta. Et à Issour Midéoraïta, on est tous tenus par un Issour Midéoraïta. Donc, j'enlève le partage de l'écran. C'était juste pour vous montrer déjà comment on se met en alerte par rapport à la structure du texte. Donc, est-ce que ça concerne qu'un Talmid Chacham? Déjà, on parle de Bar Be'erav. Donc, on parle, oui, d'un Talmid Chacham. Maintenant, est-ce que le titre de Talmid Chacham, c'est un titre qui est réservé à une élite? Ça, on peut en discuter. C'est possible que ce titre s'acquiert par ce genre de comportement. Donc, Ve'amar Rav Chisda Bar Be'erav des Avin Yarka, c'est-à-dire que si tu veux acheter ton légume comme un Talmid Chacham, comporte-toi comme ça. On peut très bien voir et lire ce passage, pas en disant Rav Chisda, il s'adresse au Talmid Chacham, mais il s'adresse à tout à chacun qui veut aspirer à être peut-être un jour Talmid Chacham en se comportant comme ça. Le Maharal, lui, va venir avec une autre approche. Mais il y a quand même un peu de Derech Eret quand même. Enfin, oui, c'est dans tout ça. Que sur le Derech Eret. Pourquoi tu dis ça? Parce que je me suis rendu compte que c'est que vers la fin qu'on parle d'habits d'extérieur. Au début, c'est vraiment ce que tu manges, ce que tu bois, et ça va en crescendo, puisque le vin, la bière, le vin et la viande viennent à la fin. C'est des aliments de luxe, en fait. À l'époque, c'est pas facile de manger ça, quoi. Il en parle un peu au début du poisson et de la viande, mais on va reparler juste après. En revenant sur la remarque du Talmid Chacham et du Maharal, des fois, on est du fait de notre posture, de notre intellect, de nos connaissances, de notre savoir, alors notre tête, elle se positionne là où il ne faut pas. Finalement, sur des choses très très pragmatiques, très très simples, c'est justement la mise en garde à qui il faut la donner, au Talmid Chacham. En lui expliquant Kisha qui Kisha, d'accord. Toi, tu vas t'intéresser, ok, un poireau, c'est un poireau, un panier, une botte de légumes, c'est une botte de légumes. Non. Va un peu au-delà, sors de ta sphère où tu vas dire, bon, un poireau, c'est un poireau. Non. Ça peut aller au-delà. Sur ta remarque, et je suis content que tu poses cette question, pourquoi Rav Chisda ne donne pas des conseils comment être riche? Alors, Rav Chisda lui-même est devenu riche, et le comble de l'histoire, c'est qu'il est devenu riche en fabriquant de la bière lui aussi. Donc, c'est un de ses conseils, buvez de la bière. Donc enfin non, c'est le conseil de Rav Papa, mais en fabriquant de la bière. Alors après, c'est aussi possible que fabriquer de la bière, c'est un sens allégorique. Comme on sait très bien, lorsqu'on parle d'un blanchisseur dans la Gemara, le Maharal nous dit, on n'est pas en train de nous dire que quelqu'un est en train de laver du linge. Le blanchisseur, c'est le Choser Bitchouva, celui qui nettoie ses vêtements, celui qui se nettoie de ses fautes. Donc, il faut évidemment faire attention à tout ça, mais il y a un pshat. Alors, Rav Chisda nous donne 13 conseils dont l'objectif n'est pas d'être riche, mais dont la conséquence inévitable est d'être riche. C'est-à-dire que la progression du premier Mahamar, du premier conseil de Rav Chisda jusqu'au dernier, emmène un homme de sa condition pauvre à un homme. Au début, c'est un homme qui doit faire attention à, quand il achète des légumes, à prendre un petit peu plus long parce que c'est là où il peut faire même pas des économies, c'est avoir plus au même prix. Et à la fin, cet homme, qu'est-ce qu'il a? Il a un vêtement en lin, il est bien habillé et il a du kavod. Et il doit faire attention à son kavod. Donc, on peut déjà voir une progression et une évolution. Et on va voir où elle est la richesse et comment on y arrive. On va tenter de décrypter ça, de réfléchir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Moi, il me semble que pour rester au chat, le vêtement là, je le voyais chez ma mère, elle attendait les soldes et elle nous achetait les meilleures qualités. Parce qu'effectivement, ça dure plus longtemps.
Parce que dans la mode actuelle, on fait de la mauvaise qualité pour faire acheter les gens X fois. Bravo. Acheter. Bravo. Alors bravo. que quand on achète direct en bonne qualité, bon, d'accord, on a économisé assez longtemps, ou je sais pas, suivant ses moyens. Et puis après, après ça dure. Je ne croyais pas que ça allait durer qu'un an, son vêtement en lin. Je croyais que ça allait durer plus que ça quand même. Mais enfin, c'est déjà pas mal apparemment. Il y a un sens allégorique à la période. Alors juste Claude, je réagis sur ce point. Il y a aussi le côté symbolique du lin du Aaron, enfin du Kohen Gadol. Enfin, Kohen Gadol, on va y arriver, Suzy. On va y arriver, Suzy. Tu me tends la perche. Par rapport à la remarque de Daniel, je vais vous poser une question. Comment ça se passe la gestion de trésorerie d'un Talmid Racham qui est pauvre? Ça veut dire, achète-toi quelque chose de plus cher qui va durer plus longtemps. Mais est-ce que tu as les moyens de te payer une tunique en lin de Nehoraba? Tu es capable? Tu vois, c'est comme les personnes qui achètent des voitures d'occasion et qui tombent en panne tous les mois. Ouais. D'accord? Ouais, la réparation. J'ai connu ça. Quand ma mère m'accompagnait à l'école, on tombait en panne devant le bois de Vincennes systématiquement. C'était la panne très connue. Mais tu te dis, mais achète une voiture, tu la payes un peu plus cher, mais tu auras moins de galères. Mais pour se payer cette voiture un peu plus chère, c'est comme quelqu'un, tu lui dis, mais ne loue pas un appartement, achète-le direct. C'est mieux, tu seras gagnant sur le long terme. Mais il faut le sortir, cet argent. Comment le Talmid Racham il gère sa trésorerie pour pouvoir s'acheter cette tunique? Alors, là aussi, on peut voir un lien entre le début et la fin. C'est que, et ça, c'est quelque chose que je propose moi-même dans la progression de ce texte. C'est que finalement, pour pouvoir avoir la trésorerie de s'acheter et de sortir un peu plus d'argent pour du long terme et ne pas avoir à faire des dépenses régulières et acheter des vêtements de mauvaise qualité, il faut au préalable faire attention de manger du pain d'orge et pas du pain de blé. Quand je vais aller faire mes courses, je vais acheter quelque chose pour le même prix unitaire, ça va être un peu plus grand en quantité parce que c'est un peu plus long. Ce sont ces petits gestes qui vont me permettre d'arriver à la fin à m'acheter quelque chose qui va me donner la possibilité de dépenser moins d'argent inutilement. Et ça, c'est comme ça que je m'enrichis. Alors maintenant, en fait, c'est en étant économe que tu deviens riche après, quoi, en faisant des économies. Alors, on va y arriver encore une fois. Ce que je disais à Shimon, c'est très important. L'objectif n'est pas d'être riche et on va essayer de comprendre. Je n'ai encore pas dit grand-chose, mais je continue à vous écouter. Je rajouterai juste un petit point par rapport à ce qu'on vient de dire avec Daniel. C'est essentiel de comprendre aussi que mon acte est déterminant de l'environnement de mes actes à venir. Oui. Si par exemple, je mange du légume cru, je vais avoir faim. Et si je n'ai pas de pain, je vais avoir très faim. Alors, c'est mieux, avant de manger ton légume, de dire je m'abstiens de manger du légume pour ne pas te retrouver dans une situation qui est une situation inévitable, c'est la situation de la faim. Pareil, j'ai un petit morceau de pain. Si tu manges ce morceau de pain, tu vas te retrouver non rassasié maintenant et non rassasié sur ton prochain repas parce que tu auras un autre morceau de pain. Donc finalement, chacun de mes actes détermine et redéfinit ma condition qui suit. Il faut comprendre que le futur proche est dans la continuité de mon présent immédiat. Et ça, à Rika, ce côté qu'on dit depuis le début sur ces légumes qu'il faut voir la longueur, en réalité, il y a une recommandation qui est dans tout ce texte et une vision long terme. Oui. Et sache que ta vision long terme est une somme et une continuité de tes petits actes court terme. Comment tu vas acheter tes légumes, comment tu vas laver ton linge, comment tu vas partager ton pain. Tous ces petits actes sont déterminants sur où tu vas te retrouver dans un an. Oui. Et on passe pas de pauvre à riche.
on passe du premier conseil au 12e conseil. Voilà. Je ne veux pas trop en dire. Claude, tu voulais nous dire quelque chose. Le micro est coupé. Non, c'était pour rejoindre ce qu'a dit Daniel. En Suisse, nous disons Wir sind zu arme, billiger Sache zu kaufen. Nous sommes trop pauvres pour acheter des choses bon marché. Oui, c'est la Oui, Suisse. Hein. des babioles, par exemple, et des choses. Oui. Non, mais C'est ça se yiddish, c'est disait, yiddish. ça se disait à Leipzig aussi. Ah Ouais. oui, c'est beau. Ah ben, bon, c'est très riche comme enseignement. En fait, il faut avoir une vision. Le bon marché coûte plus cher. Le bon marché coûte plus Oui. cher. Mais Et c'est aussi Mais- allégorique. Bien sûr, il faut le prendre aussi au niveau allégorique. c'est sûr. Mais vous voyez, par exemple, Rav Papa, il s'attache à la Mida de Akadosh Baruch Hu dans l'exemple de l'eau verdâtre. Puisque Rav Papa, en fabriquant de la bière, en fait, il tient compte de la condition du nécessiteux. Il ne peut pas se payer du vin, mais il a besoin quand même de liqueur, il a besoin de s'enivrer, il n'a pas les moyens d'eux. Alors, je vais quand même lui donner quelque chose, peut-être de moins bonne qualité, moins cher, mais au moins ça va être un substitut, comme le boucher qui va vendre le cou de l'animal. C'est peut-être pas la partie la plus prisée, mais au moins le pauvre, il va pouvoir répondre à sa ta'ava, à son désir de viande et de diversité dans la viande. Donc, Mais j'ai une donc petite remarque. il faut pas cette Avant que j'oublie. Gemara, il faut faire attention parce que en tant que, par exemple, fabricant ou producteur, c'est pas une Gemara anti-low cost dans l'état d'esprit. Parce qu'au contraire, il faut pas vivre au-dessus de ses moyens, mais il faut des produits, des services qui sont adaptés au niveau de chacun. Donc, faut bien faire la part des choses entre, d'une part, Et en le même temps, consommateur et celui qui va donner. en Continuons. même temps, on ne se laisse pas enfermer dans sa condition. Pas du tout. Ah, On ne se laisse pas enfermer dans sa condition. Et c'est bien de commencer de bas, je trouve. Parce que celui qui naît tout de suite dans un milieu très aisé, il peut peut-être ne pas connaître ça. Tous ces conseils-là sont faits pour donner une vision à long terme. Et donc, une liberté qui se construit. On ne peut pas stagner dans cette situation. Il n'y a pas pire. Donc, on apprend des moyens divers et détournés qui sont très bien expliqués pour sortir de cette condition. Et c'est le cas. On peut observer que c'est le cas. alors, ce que tu dis est très bien. J'apporterai juste une nuance. Oui. C'est d'une part la richesse dans l'avoir et la richesse dans l'être. La richesse dans l'avoir peut s'acquérir avec le temps et on peut passer d'un état pauvre à un état riche. La richesse dans l'être, elle ne peut faire que l'objet d'un processus et d'une construction personnelle. On ne peut pas être né riche dans son être, dans son essence. C'est forcément un process qui est long. Et on a vu les chemins de la chorma, les chemins de la sagesse, sont des chemins qui sont longs. Et donc, ça c'est quand même important parce que je pense que dans cette sugiya, il y a cette idée d'accepter la longueur des choses. Alors, je prendrai encore une ou deux remarques et je commence à expliquer le texte. Moi, je voulais juste dire qu'à aucun moment dans cette structure, on ne parle de l'eau, qui est quand même vitale. À un moment, on parle de l'eau pour se laver les mains. Oui, mais pour Mais boire tu parles de l'eau pour boire. Pour boire, Ils oui. avaient des Quand puits. même. À l'époque, les grands sages se nourrissaient de pain et d'eau et Ouais. Mais étudiaient. est-ce que le pauvre, il peut avoir une ta'ava de l'eau? Il ne peut pas avoir une ta'ava de l'eau. C'est-à-dire que quand tu bois beaucoup d'eau avant de manger, tu es déjà rassasié, dit-on, chez les sages de l'époque. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu vois justement, sur l'exemple du pain, sur l'exemple de la viande, sur l'exemple de l'huile pour se laver les mains, en fait, il y a quelque chose à chaque fois à envier à l'autre. Oui. Est-ce que je peux envier à l'autre de l'eau? Non. A priori, eux aussi ont de l'eau. Donc finalement, ça ne va pas autour de ça. Alors, est-ce qu'il y a une autre dernière remarque?
Jackie, on t'a pas entendu. Stéphane, Eric, Olivier, Mélanie. Mélanie, à un moment, tu voulais parler. Jackie. Euh, non, justement, ça me fait penser un peu au Rav Gamzo. Tu veux dire Nahum Ish Gamzo? Nahum Ish Gamzo, oui. Et aussi, je trouve peut-être la relation avec Shvil HaZahav du Rambam. Je ne sais pas s'il y a une connexion, mais peut-être… Élabore. Alors, Shvil HaZahav, justement, c'est essayer d'être… le Derech HaEmtsaï, la voie médiane. Oui. Sur un chemin qui est plus équilibré, si on veut. Oui. Alors, je pense que tu fais référence au commentaire du Rambam, le traité des 8 chapitres, Shmoné Prakim, me semble. Donc, ce commentaire sur Pirkei Avot. Et justement, il prône la voie équilibrée, le Derech HaEmtsaï, cette voie médiane, ne jamais aller dans les excès. La seule chose, c'est aller dans les excès pour contrebalancer un autre excès. Si par exemple, je suis avare de nature, alors je vais faire des actes particulièrement généreux pour contrebalancer mon côté avare et revenir à un équilibre. Si je suis coléreux, je vais être particulièrement calme, patient pour contrebalancer, arriver à cet équilibre. Alors, ce que tu dis, c'est clairement dans la lignée du Meiri. C'est-à-dire que ce qu'il appelle pas le Shvil HaZahav ou le Derech HaEmtsaï, il appelle ça le Derech HaBenoni. Ça veut dire que… équilibré. Voilà, il y a un équilibre où voilà, je vais vivre en fonction de mes moyens, je ne vais pas aller au-delà. Ça veut dire que ma consommation présente ne doit pas me mettre dans une position où je me retrouve mal. Voilà. Alors, je ne sais pas si Mélanie ou Stéphane, ou Eric, Olivier, Mélanie. Voilà, je sais que tu voulais parler tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Moi, c'était sur en fait le premier point, les deux premiers points. En fait, au début, j'ai vu l'allégorie et après, je l'ai plus vue en fait. Mais au début, quand il disait que fallait faire attention à la longueur, etc. Moi, comment je l'ai compris, c'est que quand on commence à étudier, c'est-à-dire au final, genre, c'est un travail sur la longueur en fait. Genre pas un sprint, mais un marathon. Et après, en fait, non, j'ai plus vu d'allégorie. Après, je trouvais que c'était des conseils sympas. Donc, tu as vu l'allégorie au début, tu l'as plus vue après. Ouais, après, je l'ai perdu. Après, avec tout ce que vous dites et tout, alors oui, je vois en fait. Mais c'était surtout sur le premier truc, sur le premier point. Ok. Alors l'allégorie… Est-ce que sur le plan spirituel, il y aurait à peu près le même parallèle? De quoi on parle? Tu veux nous dire quoi, Suzy? C'est-à-dire que bon, le manger, les légumes, la viande, le vin, et puis après le vêtement en lin, la queue du chat, arriver à une élévation, enfin bon, quelque chose comme ça. J'ai compris. Alors, écoute, je vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais au tout début, je vous ai dit, remarquez, le deuxième passage ressemble particulièrement au premier passage. Donc, son deuxième conseil ressemble particulièrement. Il y a une différence. Le premier, ce sont des légumes, donc c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on intériorise. Le deuxième, sont des roseaux, c'est quelque chose qui va rester extérieur à l'homme. Ensuite, il y a toute une partie de conseils qui sont liés à l'alimentation. L'alimentation, c'est aussi ce qu'on va intégrer, intérioriser. Et il va y avoir toute une partie de conseils sur des vêtements, sur des choses qui sont extérieures à l'homme. Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais
clairement, selon moi, il y a dans ces conseils deux grandes catégories qui font appel à la pnimiout et à la chitsoniout. Donc, l'être intérieur, c'est ce que vraiment je vais intérioriser par mon alimentation, ma consommation, et tous les éléments extérieurs comme les vêtements. Et aussi les roseaux, parce que les roseaux, ça va permettre d'allumer un feu et se réchauffer. Donc, il y a les besoins du corps, mais auxquels on va répondre par l'intérieur. Et il y a les besoins du corps auxquels on va répondre par l'extérieur. Ça, c'est vraiment Pnimiout, Chitsoniout et Niglé Nistar. Et je pense que, Suzy, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Maintenant, le Khatam Sofer, il a une approche très particulière et tu verras, Mélanie, que le sens allégorique des deux premiers passages, si on n'a pas les lunettes du Khatam Sofer, on ne peut pas vraiment bien saisir la portée de ces enseignements. Quand on parle, d'après le Khatam Sofer, lorsqu'on parle d'acheter des légumes, et notamment ici on a dit des poireaux et autres, il dit non. On est en train de parler d'une agouda. On est en train de parler, et ça on a dit kisha kikisha, ça veut dire on est en train de parler d'une botte de légumes. La agouda, par connexion, il dit ça fait référence à quoi? Ça fait référence à ce qu'on appelle la agoudat Ezov dans la Torah. Le Ezov, donc ça c'est dans Shemot, Yudbet, Kavbet, je pourrais vous envoyer les références. Il y a d'une part le Erez et d'une part le Ezov. Et ça fait référence à une plante qui est très très basse, qui est très petite, Et donc, il dit, ce premier passage, c'est une allégorie au Talmid Racham qui veut acquérir quoi? Midat Ha'anava. Celui qui veut acquérir l'humilité. Parce qu'il arrive à partir du mot kisha kikisha, qu'on est en train de parler d'une agouda, alors il arrive à agouda Ezov. Alors il dit, celui qui veut acquérir l'humilité, kisha kikisha. Ça veut dire, avant d'aspirer à la grandeur, il était humble. Une fois qu'il a été élevé, il doit rester humble. Ve'urka mimela. Et donc, la urka lachon aror, long, sa longévité va dépendre de sa permanence dans son humilité. Parce qu'on sait très bien, on dit, et d'ailleurs, à urka, par exemple, Shmuel, il a un surnom, c'est Arior. Arior, ça veut dire le gadol, le grand. Urka, ça veut dire la gdoula. Urka mimela. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la gdoula, il doit être humble avant et humble après. Et c'est justement une fois qu'il est grand qu'il peut vraiment démontrer sa gdoula. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a peut-être pas étudié ensemble, mais on dit minachaliel ou mimatana machaliel ou mimachaliel bamot, dans le traité Hérouvine, page 53, où là-bas on explique qu'Akadosh Baruch Hu, il peut être méromem, si quelqu'un il est mashpil et tatzmo, quelqu'un qui fait preuve de hanava, qui fait preuve d'humilité, alors Dieu va l'élever. Et si quelqu'un il veut s'élever lui-même, alors Akadosh Baruch Hu, il peut aussi le faire redescendre. Et donc, ici, il vient et nous dit la première allégorie, c'est le kinyan de Midat Hanava. La deuxième allégorie, sur le canet, il ramène ça à partir de la paracha du Metzora et du Lashon Hara. Il te dit que le canet, c'est la Midat de la savlanout, la patience. Pareil, celui qui veut acquérir la patience, c'est quelque chose où il doit faire preuve de patience sur le long terme. Ve'urka mimela. Ça veut dire que même une fois qu'il est grand, qu'il a la gdoula, alors avant il a été patient, mais même après il doit être patient. Et Tuna, il nous dit que Tuna, ça veut dire massa, c'est-à-dire une charge. Lorsqu'il va avoir la responsabilité d'un Kaal, d'une communauté, des étudiants et autres, eh ben, il doit quand même rester et faire preuve de patience. Et de donc, souplesse, ça, hein, ouais. le roseau. Et donc, exactement. D'ailleurs, rare kakane, il faut être, comme tu viens de dire, Léolam Adam,
Rar kakane ve'alié caché ka erez. Bêta. Il faut être souple comme le roseau. C'est ça aussi cette idée qui est véhiculée par la patience. Donc il vient et il analyse l'acquisition des midotes. Ensuite, on a dit qu'il ne faut pas, si j'ai pas beaucoup de pain, il ne faut pas manger des légumes crus. C'est quoi les légumes crus? Ce sont des agadotes, ce sont des récits. Comme on est en train, a priori, d'étudier des récits talmudiques, par exemple. Parce que si je ne suis pas baqué, c'est-à-dire que si derrière, je n'ai pas étudié des gmarot dans leur entièreté, des sugyot ilchatiyot, le shulchan aruch et autres, alors à ce moment-là, la Haggadah, elle va ouvrir l'appétit et j'ai rien à manger. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais continuer à manger des salades. Je vais continuer à manger des légumes crus. Et donc, du coup, je vais complètement délaisser le monde de la halacha. Et donc, Rav Rizda, d'après ici le Maharal, nous dit, fais attention, si tu n'es pas solide derrière, alors les divrei Haggadah, ça va t'ouvrir l'appétit et ça peut t'entraîner à délaisser la halacha. D'après le Gaon de Vilna, les légumes et les salades, ce sont les philosophes. Les philosophes, ça peut être très sympa. Ça peut être un vrai complément d'études. Mais ce que nous dira Frisda, quand j'étais pauvre, ça veut dire quoi quand j'étais pauvre? Quand j'étais un débutant, quand j'étais pas encore un chacham, j'étais pauvre, pauvre en connaissance, pauvre en sagesse. Je mangeais pas des légumes. Ça ne ferait pas plaisir aux philosophes d'être comparés à des légumes. Hein. C'est pas grave. Leur dire que tu es un vrai légume. On n'a pas comparé les philosophes aux légumes. Il y en a Non, une. mais La philosophie aux légumes. J'allais plus loin dans ma tête. Et Non, mais écoutez, le philosophe, je peux en parler puisque j'étais prof de philo. Moi, j'étais caractérisée par ma perplexité. C'est-à-dire que quand on me posait une question étant jeune, j'étais assez perplexe et ça décourageait. Écoute, il y a une qualité là-dedans. Il y a une qualité là-dedans. Je ne vais pas en parler maintenant, mais le. C'est comme le psychiatre et l'anxiété. Manitou, le Rav Leon Ashkenazi, on m'a donné un texte au nom de Jacob Gordin où il dit le philosophe, c'est celui qui questionne la sagesse et qui répond lui-même. Alors, Stéphane qui est là, je sais qu'on était en désaccord, mais on s'était accordé à la fin. Mais disons que par rapport au mois dans lequel on va rentrer, par rapport à ce qu'on a étudié hier soir avec les amis, il faut être conscient que, par exemple, tous les efforts qu'on va faire ou qu'on a fait à Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, toutes les tfilotes qu'on va faire, toute notre récolte, toute notre économie va dépendre de quoi? Des portes du ciel qui vont s'ouvrir et des pluies qui vont tomber. C'est-à-dire qu'à un moment, le mois de Teshvan, c'est le mois de l'inaction. C'est un mois où je dois accepter que finalement, il y a quelque chose qui vient d'en haut. Et c'est un peu là, enfin c'est complètement là en fait la différence avec le philosophe quand je reprends cette phrase. Le philosophe, c'est celui qui questionne la sagesse et qui répond lui-même. C'est peut-être la non-acceptation de quelque chose qui le dépasse. Mais je veux pas rentrer là-dedans maintenant et on invitera les copains philosophes la prochaine fois. Continuons. Donc quand il était pauvre, il ne mangeait pas de la philosophie ou des agadotes. Et encore une fois, tu sais, tu parles des philosophes, mais moi aussi, j'en prends pour mon grade parce que j'adore les agadotes du chasse. Donc, et on ne fait que ça depuis maintenant, je ne sais pas, 2 ans avec le Choug, mais des années avec les copains. Donc finalement, moi-même, il me met face à mes propres limites. À savoir, me poser la question, est-ce que j'ai suffisamment de pain? Est-ce que finalement, je ne m'ouvre pas l'appétit en permanence et je ne me rassasie pas? C'est une question, on doit se poser, il faut se remettre en question. Ensuite, il nous parle que lorsqu'il a un tout petit peu de pain, il attend le prochain bout de pain pour avoir un vrai repas consistant. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que dans l'étude, il faut faire attention à ne pas grappiller.
à pas faire le pique-assiette, à prendre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Je pense que c'est très, très important de se Et fixer le des objectifs. quatrième, tu n'en as pas parlé, là. Dans la pauvreté, il n'y a pas de légumes crus. Dans la richesse, pas de légumes crus. Si, je viens de t'en parler. Je te dis que justement, Ah, quand il était ah d'accord. c'est-à-dire qu'il n'était pas encore riche en connaissances, qu'il n'avait pas encore D'accord, ouais. atteint Ok. un haut niveau Ouais. d'érudition, mais il n'avait pas besoin de ça, il n'avait pas besoin de la Et philosophie, il n'avait pas besoin de la gadote. quelle est la midate qui correspond à ça? Quelle est la mida? De quoi on parle? Tu parles des 13 La midas? mida. Ah, pardon, oui, je suis un peu perturbée. Ouais, j'étais en train de voir des corollaires, excuse-moi. Ouais. Ah ouais, tu m'as Ouais. perturbé. Mais bon. Tu parlais d'Anava, tu parlais de tout ça. Donc Alors au quelle est la Savlanout? début, le Ouais, Khatam Sofer parle du Kinyan de deux midot qui sont la Hanava et la Savlanout. Et ouais. ensuite Après? il voit pas d'autres midot. Il voit pas Ah, d'autres d'accord, midot. merci. Ok, On est, tu me on est, rassures. on est dans un chemin. Maintenant, on parle des divrei Agadot, de la halacha, de ce qui est D'accord, consistant, ok. ce qui est moins consistant. Ce sont des conseils. Top, Alors, tu vois que le temps il avance. On Évidemment, va pas voilà. t'interrompre. Non, pas du tout. Ah. De toute façon, c'est fait. Mais là, on ouvre l'appétit. D'accord? De toutes les façons, je vous ai ouvert l'appétit et vous êtes assez curieux pour voir la suite du texte. Et d'ailleurs, la fin du texte, je ne peux même pas la présenter en public, mais c'est incroyable. Il donne des conseils qui sont encore beaucoup, beaucoup plus pragmatiques et qui ont attrait à la pudeur de ces filles et de jeunes mariés. Maintenant, moi, je rajoute juste une petite chose. Stéphane, tu es là, juste si tu peux me dire si tu es là ou pas. Oui, je suis là. Voilà. J'espère que tu passes une bonne soirée. Ouais, très bien, merci. Bon, Hachem. Alors, regarde, je me permets de t'interpeller comme ça parce que justement, hier, on a étudié. D'ailleurs, Mélanie était là, Jackie était là, Eric aussi au début. Et sur les semaines précédentes, dans notre étude du mardi soir, on a étudié, et je pense que pour moi, c'est vraiment le cœur de mon étude de toute l'année qui va venir. C'est le retour aux déterminants. C'est que dans chacun de mes actes, je me pose la question, pourquoi je fais ça? Et j'essaie de revenir sur les motivations de cet acte. Essayer de comprendre vraiment à chaque fois quel est le déterminant. Et par exemple, la semaine dernière, alors je parlais du christianisme et je remarquais, ou je faisais remarquer, que finalement, alors, dans l'Immaculée Conception et la virginité de Marie, en fait, il y a ce qu'on a appelé l'annulation de la cause paternelle. C'est-à-dire que notre démarche, elle est en permanence de remonter au déterminant, à savoir à la cause des causes. Dans chaque chose, et c'est ça aussi cette longueur, c'est pas seulement une longueur qui va vers l'avant, mais c'est aussi une longueur qui va en arrière. Je reviens au déterminant dans chaque chose. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, mon action présente détermine ma position à venir, c'est-à-dire post-action. Je mange un légume cru, je vais avoir faim. Donc autant ne pas le manger, ce légume cru, puisque j'ai pas les moyens de... Donc finalement, il y a toujours cette notion de ce qu'on dit yefashfesh bemaasav yemashmesh bemaasav, c'est-à-dire à la fois peser ses actions passées et aussi peser les actions à venir. Mais des fois, tu ne peux pas réfléchir tout le temps avant d'agir. Alors, c'est une éducation. Oui. Dans le domaine de la consommation, je veux dire. C'est clairement une éducation. C'est clairement une éducation. Ce sont des plis à prendre, des réflexes. Ça devient des réflexes et ensuite, on développe d'autres réflexes. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Et c'est encore une petite note supplémentaire et après, je vais conclure. C'est qu'à la fin, il parle d'acheter un vêtement de lin dans un endroit qui s'appelle Nehar Abba. Et alors, je n'ai pas vu de commentateur qui s'exprime sur le nom de cette ville, mais je me suis dit, mais c'est vraiment très personnel, Nehar, ça veut dire le or, la lumière. Abba, ça veut dire papa. Finalement, quand il va acheter ce vêtement de lin,
quand il va arriver à cette stature de kavod, d'avoir un beau vêtement, comme tu dis, le vêtement de lin. Le vêtement de lin, c'est la kétonet, comme tu disais au sujet du Kohen Gadol. Avec le mot kétonet, c'est aussi le koutnot or, la peau que Akadosh Baruch Hu, il a fabriquée à Adam Arishon. C'est encore une fois cette notion de revenir à la cause des causes, à revenir, comme je dis, d'un cours à l'autre. Est-ce qu'il y a un cours où on peut ne pas parler d'Adam Arishon et de Mashiach? C'est impossible. Chacun de nos actes, chacune de nos paroles est liée à toute l'histoire. Et je me disais, alors justement, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Au début, on parle de deux choses. De l'acquisition de deux midotes qui sont l'humilité et la patience. Je suis conscient de ma condition, de ma pauvreté. Je prends acte, à savoir, je vais gérer mon budget, je vais faire attention, je vais adapter mon mode de consommation à ma condition, de telle sorte à ce que ces petites économies, ici et là, ont développé en moi des réflexes qui me permettent d'évoluer jusqu'à ce qu'à la fin, j'ai la capacité d'investir sur du long terme. C'est-à-dire que ces petites économies court terme me permettent d'investir sur des vêtements à l'horizon d'un an. Mais tout ça, c'est en prenant compte de plusieurs choses. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps, qui va avoir la priorité, d'après la Gemara, sur le fait de prendre soin de son portefeuille. Et aussi prendre soin de ses affaires. Ça peut paraître très, très, on va dire, basique comme recommandation. Mais si on revient au début, si Akadosh Baruch Hu, il t'a gratifié d'une forme de grandeur, accepte la grandeur et prends soin de cette grandeur. Ce n'est pas de l'orgueil que d'avoir été élevé à une certaine forme de grandeur, et ça va avec les responsabilités. Par exemple, à la fin, si tu t'assois sur un tapis neuf, fais attention de ne pas abîmer ton vêtement. C'est quoi s'asseoir sur un tapis neuf? C'est faire face à sa nouvelle condition. C'est s'asseoir sur la nouveauté de ma nouvelle condition, ma nouvelle posture. Fais attention, ça peut t'abîmer. Parce que maintenant, tu as des habits de lin, tu as des habits de qualité. Donc finalement, tu as plus de responsabilités. Si tu as plus de responsabilités, tu as plus de chances de faillir. Tu as plus de chances de tomber. Et donc, pour revenir sur ce que disait Shimon, pourquoi il ne donne pas des conseils pour être riche? Parce que le but, ce n'est pas d'être riche. Mais c'est inévitable, comme Hillel, de sa pauvreté, qui est étudié sur les lucarnes du Beth Midrash sous la neige, il arrive à devenir le Nassi, le prince. Comme Rav Rizda, qui était pauvre, qui est devenu Rosh Yeshiva. C'est inévitable. Mais pour cela, il faut accepter la grandeur et maintenir son comportement d'humilité dans la grandeur. Et ça, c'est le pari sur le long terme. Et c'est pour ça qu'au début, le Khatam Sofer, il vient et nous dit l'acquisition de deux midotes essentielles qui sont la Hanava et la Savlanout. Alors, il y aurait peut-être encore d'autres choses à rajouter. Je pensais à la dernière concernant la notion de mépris. C'est vrai qu'au niveau de la halacha, il n'est pas bon d'avoir des habits tachés ou troués. C'est par rapport au kavod que tu peux avoir par rapport à Dieu, par rapport à toi-même. Les habits tachés. Alors justement, Ou troués. À la fin, on parle justement de cette notion de kavod. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il appelle ses vêtements ceux qui m'honorent. Exact. Oui. Mais ça veut dire qu'il faut prendre soin. Tout à l'heure, on parlait d'extériorité et d'intériorité. Il faut prendre soin de son extérieur autant, voire plus que son intérieur. Puisque à un moment, on te dit, même si ça t'abîme un peu la santé, mange du pain d'orge et ne mange pas du pain de blé, ça va te permettre de faire des économies. Mais par contre, il n'y a aucune concession sur la qualité des habits que tu vas acheter parce que sur le long terme, ce kavod, d'ailleurs, juste le kavod, c'est un
c'est je ne vais pas dire un synonyme, mais quand on dit par exemple les ma'an zamecha chavod veloidom, c'est quoi le kavod là-bas? C'est le nefesh. Le kavod, c'est l'âme. Il faut accepter aussi que ça passe par la matérialité et que ça passe par des choses extérieures. Voilà, écoutez, de toute façon, c'est évidemment. On est au début du chemin. On est au début du chemin. Mais c'est très interpellant comme Sougia. C'est très, très interpellant. Ouais. Mais le chiffre 13, le chiffre